Petit dernier d'une fratrie suisse de 5, Mathieu Wildhaber a appris très tôt à communiquer pour exister. Il est de Bangalore et en Inde à Québec au Canada, en passant par Paris, Genève et Mars, pourquoi pas. Il épaule les entreprises et les entrepreneurs dans leur quête justement de communiquer de façon claire, concise et précise. Il est aussi fondateur de son cabinet conseil justement en rhétorique pour la communication en public. Donc, il forme ainsi des entités privées et publiques dans ce que justement l'architecture du discours. Nous allons en apprendre davantage. Alors, sur ce, Mathieu, je te prête la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de représenter la francophonie. J'aime les mots, je suis un passionné des mots. Alors, imaginez mon bonheur que de représenter la francophonie aujourd'hui. C'est un délice. Commençons par une petite anecdote. Retour en 2017. Vous avez un débat que toute la France regarde, le débat de l'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La veille du débat, le cabinet stratégique d'Emmanuel Macron organise un coup de maître. Sur les plateaux de la matinale d'un média RMC, l'actuel président Emmanuel Macron va confier en off, c'est-à-dire de manière confidentielle à un journaliste, ces quelques mots. Si Marine Le Pen devient trop agressive, sachez que je quitterai le plateau, la France mérite bien mieux. Il savait très bien, et c'est là le coup de génie, qu'à la veille d'un débat d'entre-deux tours, cette confidentialité serait fragilisée, donc que les quelques mots qu'il a prononcés fuiteraient facilement. Évidemment, Marine Le Pen apprend cette séquence, et dans l'après-midi même, elle tweet sur le réseau anciennement Twitter, actuellement X, elle tweet, j'ouvre les guillemets, si Monsieur Macron ne se sent pas à l'aise, il peut toujours demander à François Hollande de venir lui tenir la main, je ne m'y opposerai pas. Vous voyez, le piège a fonctionné. L'information a été transmise, elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Marine Le Pen, et Marine Le Pen, le jour du débat, a été très agressive. Elle a été dans le subjectif, elle a tapé en dessous de la ceinture. Et là, Emmanuel Macron n'avait plus qu'une chose à faire. Marine Le Pen, je sais ce que vous êtes en train de faire, vous tentez de m'énerver, ça ne marchera pas, je m'en tiens au plein. Et là, Marine Le Pen a dû en direct changer de stratégie. Elle a dû en direct s'adapter. Évidemment, c'est ce qui lui a valu, entre autres, cette cuisante défaite en 2017 face à Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça, mesdames et messieurs? C'est parce qu'aujourd'hui, en entreprise, on parle de stratégie financière, de stratégie marketing, de stratégie de développement commercial, mais qui, bon sang, parle de stratégie des mots? Qui, bon sang, parle d'architecture du discours? Cette stratégie des mots qui va permettre d'obtenir un certain effet à un certain endroit face à un certain public. C'est la stratégie des mots, c'est l'architecture du discours que je représente aujourd'hui, cette architecture qui me fascine. Alors, Gabriel, Monsieur le Président, merci infiniment. Tu m'as introduit avec cette anecdote. Justement, je suis le petit dernier d'une fratrie de 5. Ça a tout son sens parce que je n'ai jamais été timide. Je n'ai pas ce storytelling de j'étais un grand timide et aujourd'hui, j'ai réussi à vaincre cette parole. Non, j'ai toujours adoré parler. J'ai toujours adoré trop parler. Et je vous garantis que c'est utile de parler quand il faut, je veux dire réclamer pour rester poli, réclamer la dernière part de pizza quand vous avez des grands frères et des grandes sœurs. Donc, cette parole m'a habité, cette parole, je l'ai fait macérer dans une vie familiale, dans une vie entre amis, entre frères, sœurs, parents, etc., jusqu'au jour où je découvre la rhétorique. Qu'est-ce que la rhétorique? La rhétorique, c'est l'art de convaincre et de persuader. Autrement dit, l'art de faire réfléchir et de mettre en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire faire réfléchir et mettre en mouvement? Pourquoi devoir les différencier? C'est très simple. Lorsque vous transmettez un discours, que ce soit dans une association Toastmasters, que ce soit en entreprise, vous devez toujours veiller à travailler ces deux axes. Suis-je capable d'opérer une influence sur l'opinion de la personne qui est en face de moi? C'est-à-dire, est-elle capable de changer d'avis grâce à mon discours?
Mais suis-je aussi capable de donner envie d'agir à cette personne qui est en face de moi? Parce que si je ne m'en cantonne qu'à la réflexion, qu'à l'opinion, je ne suis qu'une page Wikipédia, je suis juste intéressant. Par contre, si je suis capable d'être intéressant et qu'en plus, je suis capable de donner envie, de mettre en mouvement, c'est le combo gagnant. Et c'est ce que cherche à faire la rhétorique. Comment, dans toute situation, les mots, la communication est capable de faire réfléchir et de mettre en mouvement. Et il y a plein d'anecdotes autour de vous qui devraient vous rappeler que réflexion et mouvement vont de pair. Peut-être que vous avez déjà considéré qu'un tel élu politique ou qu'une telle élue politique est pertinent et convaincant. Mais que se passe-t-il si votre meilleur ami se présente aux mêmes élections? Pour qui allez-vous voter? Les émotions déclenchent des actions. Il ne suffit pas d'avoir un discours pertinent, d'un discours intellectualisé. Il faut véhiculer des émotions, car il n'y a que l'émotion qui va déclencher une action. Dans la vie, nous parlons d'achat coup de cœur et pas d'achat coup de cerveau. J'imagine que vos porte-monnaies respectifs s'en sortiraient bien mieux si nous parlions d'achat coup de cerveau. Réfléchir avant d'acheter, c'est une tâche bien difficile. Et le cerveau est même capable du pire. Alors oui, réfléchir et agir, mais que se passe-t-il lorsque notre réflexion et nos actions vont dans des sens opposés? C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est de savoir que rouler vite en voiture, c'est dangereux, mais d'aimer de temps en temps appuyer sur le champignon. La dissonance cognitive, c'est de savoir que fumer est dangereux pour la santé, et pourtant, j'allume avec plaisir ma cigarette. La dissonance cognitive, c'est d'être convaincu, d'un point de vue intellectuel, que l'écologie est un sujet primordial, mais de succomber à une offre alléchante le jour du Black Friday. Vous voyez, le cerveau est capable de son meilleur comme de son pire. La rhétorique s'amuse presque à analyser, à décortiquer l'art de la réflexion et l'art du mouvement. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques secrets que j'affectionne particulièrement, des secrets qui ne sont pas si secrets que cela, parce que la rhétorique a été codifiée il y a 3000 ans par les Grecs. Je ne suis qu'un passeur, un passeur de 32 ans qui s'est passionné par un art poussiéreux, et j'essaye aujourd'hui, en 2024, de le dépoussiérer. J'ai décidé de vous présenter trois outils. Trois outils pour devenir des architectes du discours, pour devenir des bâtisseurs. Et en parlant de bâtisseurs, voilà mon premier outil, l'éthos. La rhétorique se compose de différents canaux. L'éthos en est un, et c'est pour moi le plus beau. L'éthos correspond à l'éthique, à la crédibilité, à la posture, à l'image de l'émetteur du message. Vous le savez très certainement, la réputation est un facteur clé de réussite dans un discours. Vous devez avoir envie de devenir des bâtisseurs, des bâtisseuses de cathédrales, des bâtisseuses de discours. C'est essentiel, et pour ce faire, vous devez veiller à calibrer votre réputation. Alors en rhétorique, le point de départ d'une stratégie réputationnelle, c'est ce qu'on appelle l'exercice du reflet. Vous devriez toutes et tous, ce soir, demain, à midi, peu importe le fuseau horaire sur lequel vous êtes, vous devriez tous prendre votre smartphone ou un post-it ou une feuille de papier et définir votre reflet idéal. À quoi souhaitez-vous ressembler? Quelle image souhaitez-vous avoir dans les yeux de celles et ceux qui vous écoutent? Car la réputation, si je quitte le domaine technique, psychologique, et je vous la définis de manière familière, la réputation, c'est ce qui se passe quand vous quittez la pièce. Aujourd'hui, en Suisse, il est 15h40. Dans quelques minutes, quelques heures, je quitterai cette réunion Zoom. Que restera-t-il dans la tête de celles et ceux qui m'ont écouté? C'est la réputation. Alors, vous devez définir votre reflet. Vous devez, avant de prononcer un discours, savoir l'image que vous souhaitez obtenir. Sinon, vous allez subir l'étiquette et non pas agir en faveur de votre étiquette. Et comment atteindre ce reflet idéal? Il y a un exercice qu'on appelle le dictionnaire réputationnel en rhétorique. Chaque entreprise, chaque émetteur, émettrice d'un message doit posséder son dictionnaire réputationnel. Qu'est-ce qu'un dictionnaire réputationnel? Admettons, mon idéal réputationnel, c'est la passion. Je souhaite transmettre une image d'homme passionné à celles et ceux qui m'écoutent. Un dictionnaire réputationnel est un dictionnaire composé de mots qui se rattachent au secteur de la passion. Et vous avez peut-être toutes et tous souvenir d'un exercice très scolaire qu'on appelle le champ lexical. Vous prenez le terme passion et vous en faites son champ lexical. C'est-à-dire que vous allez chercher les mots qui se rattachent de près ou de loin au terme de base, la passion.
la joie, le feu, vibration, être possédé, être drogué à sa matière. Si vous n'avez pas un vocabulaire qui se rattache au monde de la passion, comment voulez-vous que votre public décemment vous rattache à la passion? Le dictionnaire réputationnel, c'est donc un outil que vous devez avoir pour devenir des bâtisseurs de cathédrales, pour devenir des propriétaires de réputation, de votre réputation. Définissez votre reflet idéal et ensuite, venez créer un document Word. C'est très simple, sur votre smartphone ou à l'ordinateur. Un document Word composé de mots qui se rattachent à votre reflet idéal. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à diffuser, inonder le monde de ces termes dans les emails, dans les appels téléphoniques, en signature d'email. Ma signature d'email, c'est très simple, c'est salutations claires, concises, précises. Parce que je veux que les gens me rattachent à cette communication. Donc, je ne laisse rien au hasard. Mon champ lexical, mon dictionnaire réputationnel est au point. Le deuxième outil dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est la concision. La concision, c'est... J'avais peut-être des doutes à vous le dire de manière familière, mais je crois quand même que je vais vous le dire de manière familière parce que c'est peut-être la manière dont vous allez le retenir. Mesdames et messieurs, peu importe le pays d'où vous venez, retenez que plus c'est concis, plus c'est sexy. C'est-à-dire que les dégustations de vin qu'on organise, quel est leur but? Les essais routiers lorsque vous achetez un véhicule, pourquoi vous fait-on essayer un véhicule? Pourquoi vous fait-on déguster du vin? C'est pour vous donner envie de consommer. Vous n'allez pas être sexy, être désirable si vous mélangez dans une seule assiette entrée, plat, dessert, avec un verre de vin, avec... Non, apprenez à délimiter l'information clé et cantonnez-vous à cette information clé. Plus c'est concis, plus c'est sexy. Vous devrez donc être capable, après cette conférence, de dire moins pour dire mieux. Comment dire moins pour dire mieux? Là encore, la rhétorique nous offre un magnifique outil, le rythme ternaire. Le rythme ternaire, c'est finalement pour moi l'un des meilleurs concepts, un des plus beaux secrets de la rhétorique. Cela consiste à décliner en 3 temps son discours. Rythme ternaire, 3 temps. Et pourquoi le rythme ternaire est-il si efficace? Écoutez bien, il est partout. Matin, midi et soir. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Liberté, égalité, fraternité. Les 3 cantons fondateurs de la Suisse, Uri, Schwytz, Unterwald. Les 3 mousquetaires, les 3 petits cochons. Ou encore, les 3 mots célèbres de Barack Obama. Yes, we can. Ou le célèbre slogan de Nike. Just do it. Le rythme ternaire est partout. Finalement, notre cerveau, comme un sportif, a l'habitude de lire, de comprendre et d'analyser du rythme ternaire. Donc, si vous utilisez, vous, le rythme ternaire pour parler, de la manière suivante, mesdames et messieurs, j'ai quelque chose à vous dire et ça tient en 3 temps, s'il vous plaît. Point 1, point 2, point 3. Si vous vous entraînez à parler de cette manière, vous allez parler sur une onde radio qui est facilement perceptible, décodable par le cerveau de votre interlocuteur. Et en plus, vous serez plus concis parce que vous ne transmettrez que les 3 éléments fondamentaux de votre message, ce qui est fabuleux pour parler de la hiérarchisation de l'information. La concision, c'est apprendre à hiérarchiser la qualité de son information. Une petite anecdote concernant la concision. Vous avez toutes et tous du networking à faire. Il n'y a quoi de plus détestable en networking que de se présenter toujours de la même manière et que d'entendre toujours les mêmes présentations. À ce titre personnel, je devrais peut-être pas le dire et peut-être que Marie, que j'affectionne beaucoup, qui est responsable des relations publiques, va m'en vouloir de prononcer un tel terme devant près de 170 personnes, 170 personnes, mais je m'emmerde vite en communication. C'est-à-dire que si tout ressemble toujours, tout le temps à la même chose, je me lasse. Donc, en networking, plus vous serez concis, plus vous chercherez à hiérarchiser la qualité de l'information, plus vous frapperez fort et plus vous intégrerez votre interlocuteur. À titre personnel, quand on me demande ce que je fais, oui, je peux très bien dire « Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans, fondateur d'un cabinet, etc. » Ou je dis simplement « Je suis un grand passionné d'architecture du discours. » Là, je peux vous garantir qu'il y a 2 réactions possibles, soit que la personne prend peur parce qu'elle se dit encore un type qui a un métier bizarre, mais finalement, j'ai de l'interaction, soit que la personne dit architecture, construction, discours, communication, tiens, ça me plaît, dites-moi plus. Vous devez, dans l'art de la concision, vouloir goûter comme
cette dégustation de vin, c'est indispensable. Et le troisième outil que j'aimerais vous transmettre, et là je vais saluer les pays africains qui nous écoutent, car ils maîtrisent cela mieux que personne, mieux que moi, l'effet de métaphorisation. Troisième outil, apprendre à parler avec des images. Si vous voulez devenir des bâtisseurs de discours, des architectes de la communication, vous devez apprendre à travailler l'effet de métaphorisation. Une métaphore, qu'est-ce que c'est? C'est une image concrète pour symboliser un concept qui est abstrait. Si je dis conseiller en rhétorique, les gens n'arrivent que très peu à délimiter la force de frappe d'un conseiller en rhétorique. Par contre, si je dis architecture du discours, c'est déjà beaucoup plus simple pour celles et ceux qui m'écoutent de venir calibrer la tangibilité derrière mon travail. Vous devez donc apprendre à véhiculer des métaphores, à vous présenter vous personnellement au travers d'une métaphore, à présenter vos services. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote. Je vais vous parler d'un client. C'est l'un des plus grands importateurs de voitures en Suisse, si ce n'est le plus grand. Il possède de nombreux points de vente et la question est posée sur la table, comment améliorer l'image du vendeur de voitures? C'est la mission qui m'est donnée par cette grande entreprise. Il faut travailler le discours réputationnel des vendeurs d'automobiles parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les vendeurs de voitures jouissent d'une réputation qui est tout de même fragilisée. Non, monsieur, je ne veux pas d'options supplémentaires. Non, monsieur, arrêtez de me vendre ce que je ne veux pas, etc. Il a donc été possible, avec ces gens-là, de travailler sous l'égide d'une métaphore. Que fait un vendeur de voitures? Il est censé trouver le meilleur véhicule pour fusionner ce meilleur véhicule avec le meilleur pilote, la meilleure conductrice. Qui fait ça dans la vie? Qui est censé trouver le meilleur accord entre deux choses? Les sommeliers doivent le faire. Alors, nous avons construit tout un discours réputationnel sur les vendeurs automobiles autour du métier de sommelier. Et finalement, le vendeur de voitures n'est pas là pour faire le meilleur accord entre un mets et une bouteille de vin. Non, il cherche le meilleur accord entre un conducteur et sa voiture. Et partant de ce principe, l'image des vendeurs de voitures a fondamentalement changé grâce à une métaphore, grâce à une image forte. Apprendre à maîtriser son reflet, apprendre à véhiculer de la concision, apprendre à métaphoriser dans son discours, ce sont trois clés, trois outils, trois secrets, appelez ça comme vous voulez, mais bon sang, utilisez-les parce que c'est fondamental pour devenir de vrais bâtisseurs de cathédrales, de vrais constructeurs architectes du discours. Je vais maintenant gentiment atterrir, je vais gentiment conclure. Vous devez donc devenir des architectes, vous devez avoir cette volonté de devenir des architectes. Mais attention, il y a un revers de la médaille en prise de parole. En 2024, tout le monde parle de tout. Tout le monde parle tout le temps de tout. Alors qu'avant, pour avoir une tribune publique, il fallait avoir de l'argent, être influent, connaître un journaliste. Aujourd'hui, tout un chacun peut, d'un clic, envoyer un message à 100, 200, 3000, 10 000 personnes. À l'heure où tout le monde parle de tout, vous devez faire attention à une chose, vous devez soigner votre crédibilité. Peut-on croire celles et ceux qui, le lundi, donnent leur point de vue sur les vaccins, le mardi, donnent leur point de vue sur la guerre et le mercredi, donnent leur point de vue sur la politique écologique d'un pays? Peut-on croire, peut-on décemment croire ces gens-là? Je ne vais pas répondre à cette question, je vous laisse la mijoter, mais je pense que tout le monde a un début de réponse. Ce que vous devez retenir, c'est que le revers de la médaille en rhétorique, c'est le silence. Parfois, la crédibilité vient aussi lorsque nous sommes capables de nous taire. Il ne me reste donc plus qu'un unique mot à vous transmettre. Chers amoureux de la francophonie, merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur. Alors, je propose d'avoir deux questions et ensuite de laisser la place à deux questions qui nous viendront de l'auditoire à ce moment-là. Donc là, ce sera plus interactif et ce sera donc à tous, préparez vos questions. Allez-y, concentrez-vous. Il est temps. Dans un monde qui est saturé d'informations, se démarquer, ça devient un véritable défi. Alors, en tant qu'expert justement en art oratoire ou encore en tant qu'architecte du discours, quel serait ton conseil le plus, je dirais, le plus précieux
pour être capable de capter l'attention des gens et de briller dans un vacarme informationnel qu'on peut avoir de nos jours. La complexité n'enlève en rien le côté intéressant de la question. Il faut changer d'angle. Mesdames et messieurs, si vous voulez sortir du lot, vous devez changer d'angle. Vous devez très simplement prendre ce que vous avez raconté hier et dès aujourd'hui le raconter sous un autre angle. Vous devez apprendre à vous présenter, à parler de ce que vous faites de manière surprenante. Imaginez finalement un panorama. Si toutes les montagnes ont le même sommet, si toutes les mêmes cimes se ressemblent, comment sortir du lot? Il faut avoir une cime soit plus grande, soit plus petite, soit qui part de travers même parfois, ce n'est pas grave, mais vous devez changer d'angle. Si aujourd'hui vous parlez de prise de parole en public, parce que certains sont probablement consultantes et consultants dans ce domaine-là, ne vendez pas nécessairement que de la prise de parole en public, parce que tout le monde parle tout le temps de prise de parole en public. Apprenez à changer d'angle, apprenez à présenter cette prise de parole sous l'angle de son résultat, d'une peur, d'un bénéfice. Bref, changer d'angle, c'est le meilleur moyen pour sortir du lot. Hmm. J'ai écouté plusieurs des vidéos, justement, plusieurs entrevues dans lesquelles vous parliez avec, d'accord? On apprend ça. L'habit ne fait pas le moine. Dans cette vidéo-là, justement, je vous ai entendu dire non, au contraire, l'habit fait le moine. Et vous nous ameniez ça simplement pour nous expliquer que, quoique l'authenticité soit très importante, en fait, il faut savoir jauger et peut-être ne pas être tout à fait authentique dans certaines situations, avec certaines gens, pour être capable de mieux communiquer son message et en arriver à ses fins. Est-ce que tu pourrais commenter Bien justement sûr. là-dessus? Parce que je trouvais que c'était étonnant comme point de vue. Je me permets juste une mini parenthèse. Il y a dans les commentaires une remarque sur le fait que j'ai parlé de politique pour exemplifier le point stratégique que j'ai émis au début. Donc, qu'on soit très clair, mon discours n'est absolument pas politisé. C'était un exemple de stratégie mise en pratique pour prouver qu'il faut une stratégie de communication. Peu importe votre couleur politique, cela ne me regarde absolument pas. C'est uniquement un, un exemple pour expliquer l'importance de la stratégie des mots et de la stratégie de la communication. Parenthèse fermée. Gabriel, sur l'authenticité, l'habit fait-il le moine? Oui, l'habit fait-il le moine? Et quitte à me faire des ennemis, j'ai 180 personnes dans la salle, j'en aurai peut-être quelques ennemis après ce que je vais dire. À force de dire l'habit ne fait pas le moine, j'ai presque l'impression que nous tombons dans une forme d'hypocrisie. Je m'explique. Nous vivons dans une société qui va vous pousser à être vous-même sans accepter qu'elle soit finalement prête à accueillir votre naturel. La société va vous dire soyez vous-même sans accepter que vous soyez vous-même. Prenons l'exemple des magazines populaires, des magazines de ragot. Le vendredi 24 décembre, vous pourriez lire quelque chose du style acceptez-vous comme vous êtes en plein hiver, mais au mois de juin, avant de préparer le summer body, comment avoir le corps de rêve et perdre 10 kilos. Donc, vous voyez, on est dans une société qui, un temps, est capable de vous dire soyez vous-même, sois toi-même, et de l'autre qui est capable de nous dire attention, sois toi-même, mais il y a des limites. C'est-à-dire que être soi-même, c'est un mauvais conseil du moment où on communique de manière publique. Il faut être très clair sur ses valeurs, sur ses principes. À titre personnel, j'ai des grands principes, j'ai des valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs d'exemplarité que personne n'est capable de m'enlever aujourd'hui. Mais je comprends aujourd'hui que l'étiquette est importante et que ces valeurs, si je souhaite les transmettre à un banquier, à ma femme, à un ami, peu importe, je peux très bien être habillé d'une certaine manière ou amener des mots d'une certaine manière. Cela n'écorche pas mes valeurs personnelles. Et je terminerai avec une anecdote. En tant que responsable d'un cours de rhétorique en école de commerce, mes étudiants ont beaucoup de peine à comprendre, par exemple, qu'il soit bénéfique de mettre une chemise ou une cravate ou de bien s'habiller pour un entretien d'embauche. Savez-vous combien pèse une cravate? Ça pèse environ 180 grammes. Donc, je dis toujours à mes étudiants, si 180 grammes de tissu suffisent à froisser votre authenticité, ne jetez pas la pierre à ces pauvres 180 grammes de tissu, redéfinissez plus clairement votre authenticité. Elle est bonne. Alors, c'est justement le type de sujet que je prendrais bien avec
dont je parlerai bien avec toi dans un café ici, dans un de nos merveilleux cafés de Montréal. Alors voilà, si jamais tu reviens au Québec pour, pour des conférences. Je pense devoir revenir là. J'ai fait préfacer mon livre par une analyste politique québécoise. Donc, il y a de fortes chances que ce livre aussi m'amène, moi, au Québec. Donc, avec grand plaisir, Gabriel, c'est noté. D'accord. Alors, j'inviterais, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions, peut-être, des questions qui vous titillent, peut-être quelque chose qui vous aimeriez poser ou vous aimeriez peut-être discuter avec Monsieur Vildabert? Ah ben, il y a une question dans le chat, le nom de son livre. Ah, Le livre va s'appeler parce qu'il sort le 12 septembre. Le livre va s'appeler Petit manuel de rhétorique en entreprise. La règle aujourd'hui, parle ou crève. J'ai sciemment décidé de froisser le lecteur avec un titre agressif parce que je pense que il est aujourd'hui d'une réalité assez préoccupante de maîtriser son discours pour arriver à prendre sa place dans la société. Vous le trouverez sur les sites de la Fnac, Amazon, etc. Mais je crois que l'organisation Toastmaster a prévu aussi de faire gagner un bouquin. Marie peut-être en parlera ou l'organisation en parlera plus tard. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi directement via LinkedIn pour que je vous transmette les informations. On a une deuxième question dans le chat. Si vous me permettez, je peux la lire pour vous. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé en 2018 à vous orienter sur les métiers de la communication et des arts rhétoriques? Peut-être presque un tout petit peu de fainéantise additionnée à de l'opportunisme. Je suis juriste de formation et j'ai découvert justement la rhétorique à l'université. Et je suis donc promis à une carrière de juriste, sauf que, excusez pour tous les amoureux du métier, je n'aime pas le métier juridique. Je l'ai fait par défaut, par presque obligation familiale, mais bref, je n'apprécie pas le métier de juriste. J'ai commencé jusqu'au jour où j'ai pu aider un ami pour préparer la défense de sa thèse de doctorat. Il m'a dit, tiens Mathieu, tu as étudié la rhétorique à l'université, j'aimerais aujourd'hui que tu m'aides à structurer ma thèse, ma soutenance, parce que c'est important d'être clair, concis, précis. J'ai reçu ni plus ni moins qu'une caisse de vin, qu'un carton de vin à l'échéance de ce conseil. Mesdames et messieurs, j'ai transmis un conseil qui avait une contre-valeur. N'est-ce pas là les joies du business? Je me suis dit, lance-toi, fonce, crée ton cabinet. alors, Madame Couturier, vous avez une question? Oui, bonjour. Bonjour, merci Gabriel. Euh, un excellent discours. Merci beaucoup, Mathieu, si vous Merci, permettez. J'aimerais vous demander, euh, utiliser l'humour lors d'un discours. Comment est-ce que vous voyez cela? Entre rire et sourire, il y a 3 lettres qui changent tout. Vous devez, en tant qu'oratrice et orateur, faire sourire, non pas faire rire. Faire rire est un métier. Et là où c'est très dangereux, c'est que seul le public peut dire si vous êtes drôle. À moins que vous tentiez vous-même de vous autoproclamer, excusez, comme ayant de l'humour, mais c'est un chemin rempli de mines, c'est très risqué. Vous devez donc vous cantonner à faire sourire avant de faire rire. C'est très important. Et comment est-ce qu'on fait sourire? Alors, la rhétorique parle en latin, la captatio benevolentiae, la captation de la bienveillance. Être bienveillant, vouloir le bien de l'autre, d'autrui, c'est un moyen de le faire sourire. Il y a aussi l'ironie, l'une des premières formes d'humour, l'ironie, ou l'autodérision. La dérision, finalement, de s'attaquer à sa propre compétence peut faire sourire, mais bref, méfiez-vous de l'humour, attaquez-vous à l'effort pour faire sourire. Je pense que c'est bien plus sécurisant et c'est être en sécurité, car faire rire, c'est un métier. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse prendre les questions. Je ne sais pas, je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors, à ce moment-là, Nabila, quelle serait la plus pertinente? Ben, je vais aller avec la dernière, là. Votre vocabulaire est particulièrement riche. Ne vous arrive-t-il pas de déchanter devant la baisse de niveau de notre époque? C'est une question vraiment intéressante. Alors, je vais même utiliser un vocabulaire un peu particulier. C'est ultra intéressant. Et comme ça, effectivement, je joue avec le vocabulaire. Pourquoi elle est intéressante? C'est parce que je crois qu'il faut être indulgent avec ce qui se passe autour de nous.
Les gens ne choisissent pas d'amoindrir leur vocabulaire, les gens vivent avec ce qu'ils ont, vivent avec des correcteurs automatiques, vivent avec des intelligences artificielles qui pondent à leur place des discours, des textes. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein. Aujourd'hui, beaucoup plus de monde qu'avant communique, alors c'est une chose, ça n'empêche pas certaines personnes de dire des bêtises, des inepties, mais vous ne devez pas aller contre ce phénomène. Vous devez plutôt essayer de l'élever. On n'affronte jamais quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas. On l'adoucit ou on le renforce. Mais c'est peine perdue que d'essayer aujourd'hui de se dire, bon, bah, tiens, je vais aller à l'encontre de ce vocabulaire qui est peut-être pour certains en décadence ou autre. Même chez les jeunes, qui utilisent un vocabulaire très particulier, qui utilisent des codes très précis, on peut beaucoup s'amuser. Et je peux vous garantir que je parle aujourd'hui devant vous. Si je ne parlais que comme ça face à mes étudiants, je créerais un gouffre, je créerais une césure qui n'est pas agréable dans la pédagogie, finalement, dans l'enseignement. Donc, j'apprends aussi beaucoup des autres codes, des nouveaux vocabulaires, des nouvelles formes. J'essaie à tout prix de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu, Merci, Gabriel. pour l'allocution et ensuite la période d'échange. Très généreux au niveau des informations. Et voilà. Alors, merci.